Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre avec Lénaïque et mon invitée du jour s'appelle Ghislaine Quédec. Elle est géobiologue, partenaire du bien-être chez soi et elle va nous expliquer en quoi justement on peut améliorer les ondes, les choses que l'on ne voit pas forcément mais qui peuvent agir sur nous. Bonjour Ghislaine. Bonjour Lénaïque. Comment vas-tu? Ça va très bien. Il fait beau, on a la poussée du printemps, hein, c'est parfait. Alors, géobiologue, ça ressemble un petit peu à un radiologue, un truc comme ça. Alors, c'est quoi la géobiologie? C'est un log, quelque chose. Alors, géobiologue, c'est quelqu'un qui fait des liens entre la santé des lieux et la santé des gens. Donc, dans géo, il y a la Terre et la biologie, tout le monde connaît. Et c'est vraiment faire des liens entre les situations qu'on peut rencontrer dans les lieux où on va, soit des lieux importants, très connus en public, des lieux sacrés, voilà, et puis chez soi, dans le privé du privé, et c'est comprendre un peu ces liens-là. Oui, voilà. Mais en fait, ça veut dire quoi? Que quand j'ai une maison, qu'elle soit neuve ou vieille ou un appartement, etc., il y a des choses qui peuvent me rendre malade ou pas? Carrément. Ouais. Carrément. En fait, moi, dans mon cursus, j'ai appris une des premières choses qu'on apprend, c'est que le serment d'Hippocrate que récitent les médecins, il manque un premier alinéa tout en haut qui n'est plus évoqué lorsque les médecins prêtent serment, c'est la notion du lieu du patient. Et en fait, le lieu où réside un malade, ça participe à renseigner le praticien sur son état de santé. On peut comprendre complètement que quelqu'un puisse être malade en regardant ses conditions de vie. C'est vraiment une chose qui doit faire partie intégrante de l'anamnèse. Et si elle fait plus partie aujourd'hui à cause de la modernité, à cause du corps médical qui est devenu, et Dieu sait si je le connais, qui est devenu des gens qui travaillent beaucoup en administratif, ils se sont éloignés de nos lieux de vie. Et nous, on s'est complètement éloigné aussi de la nature. Donc, à force de s'éloigner de tout, on s'éloigne de notre nature profonde. Alors, ce fameux serment d'Hippocrate qui, justement, indiquait aussi les lieux, et quand tu dis qu'ils se sont éloignés, finalement, ça date de quand ça? On le sait, à partir de quand ça a disparu? Ma foi, non, j'en sais rien du tout. À partir de quand ça a disparu? Moi, j'ai travaillé dans le milieu médical pendant 25 ans. Et vers la fin de mon parcours, on en a parlé de ça avec les médecins et même eux, ils n'avaient pas la réponse à la question. Donc, je ne sais pas à quel moment, en fait, on s'est désolidarisé des lieux et même sur le serment, hein, du coup, je ne sais pas, j'ai pas la réponse à cette question-là. Bon, ça sera à creuser. En tout cas, pour les gens qui sont curieux, ils pourront aller chercher sur un célèbre moteur de recherche. Donc, géobiologue, moi, je vais faire appel à toi. Pas forcément quand je suis malade, je peux faire appel à toi à tout moment. Oui, pour plein de raisons. Il y a la question curiosité qui peut être aussi éveillée dans des magazines. Hein. C'est le cas, par exemple, il y a un dernier magazine, là, le numéro d'Inexploré, où on présente la géobiologie, justement. Donc ça, je sais que ça va apporter pas mal de questions. Donc, je réponds déjà aux questions sur le domaine. Oui. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même des gens qui ont une problématique, quelle qu'elle soit. C'est je me sens bizarre ou alors je suis quelqu'un de très sensible et je comprends pas pourquoi il y a des lieux qui sont pour moi embêtants et d'autres dans lesquels je me sens très bien. Et donc, par rapport à ça, on peut apporter des réponses. Pareil, j'ai aussi beaucoup de gens qui me demandent des études de leur lieu de vie. Ça peut être parce qu'ils déménagent et là, ils se demandent si le nouveau lieu est bien neutre pour eux. Parce que rentrer dans un lieu, c'est pas anodin. On rentre aussi, c'est un peu l'image, dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Et est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'on s'en fiche, on met les cartons, on dépose nos cartons et puis on verra bien. Et moi, j'ai vu des maisons comme ça où on a des gens qui n'arrivent pas à déballer leurs cartons, ils n'arrivent pas à emménager. Et là, appel au secours, qu'est-ce qui se passe? Et là, on se rend compte que l'histoire du lieu, les gens d'avant, est restée dans le lieu. Et donc, voilà. Oui. Il y a plein de...
c'est tellement fort que on le ressent, on ne sait pas comment l'expliquer et on va le ressentir. Et donc, dans ce cas-là, alors où on va être mal à l'aise dans la maison, où effectivement, on n'arrivera pas à faire notre place et à en faire notre lieu. Exactement. Donc, toi, tu vas intervenir à quel niveau après? Si on observe ça dans notre maison, c'est allô Ghislaine, au secours, ça va pas. Donc, tu vas faire quoi exactement concrètement dans la maison? Alors, une analyse géobio, c'est vaste déjà. Ça prend en compte le lieu, la toponymie du lieu, c'est-à-dire la toponymie, il y a nom. Parfois, dans le nom, il y a la solution. C'est-à-dire que on écoute tout le lieu dans sa grandeur, au niveau géographique, à quel endroit se situe la maison, dans la ville dans la région, et la région, voilà, on dézoome complètement. Et sur une adresse. Et ça, c'est l'état des lieux strict. La rue, le numéro, est-ce que c'est un lieu de passage, est-ce qu'il y a des antennes relais partout, donc carte radio, on regarde les antennes relais, les pollutions modernes. Et puis après, bien sûr, on écoute pourquoi on nous appelle. Et alors là, c'est tout un entretien qui peut durer longtemps. Hein. Le premier entretien, on se donne un rendez-vous et puis on se parle de la problématique. Et parfois, dans la discussion, on a des éléments déjà de pourquoi on a choisi ce lieu, qu'est-ce qui match entre le propriétaire du lieu ou le locataire et puis le lieu lui-même, il se passe quoi? À quel endroit il y a des interactions? Et puis, ça débouche sur des histoires parfois complètement étonnantes. Hein. Moi, je me suis vue avec des histoires dont il va bien falloir que je fasse un livre parce que franchement, c'est magique, c'est magnifique. Et on se rend compte que les gens, quand on leur raconte ce que dit le lieu, plein de fois, j'ai des gens qui m'ont dit « Non, mais c'est ma vie que vous racontez là. » Ben non, on ne se connaît pas. Et c'est à ce moment-là que les gens se rendent compte que c'est pas eux qui ont choisi la maison en fait. C'est la maison qui a dit toi tu vas venir par là parce que tu as quelque chose à faire avec moi. Waouh. Alors c'est impressionnant, c'est beau à la fois et ça peut faire peur. Qu'est-ce qui fait pas peur? Est-ce que conduire une voiture sur l'autoroute ça fait peur? Ben écoute, j'ai envie de te dire oui. Mon arrière-grand-mère bretonne, elle avait très peur des astronautes qui allaient marcher sur la Lune parce que elle disait mais enfin qu'est-ce qu'on va faire au bon Dieu, on va aller le déranger là-haut, il va pas être content. Donc je crois qu'on en est juste à un moment de notre existence dans l'expansion de la conscience où on n'a pas forcément l'explication de tout, mais ça va pas tarder. On regarde le téléphone portable, on est en train de se parler, tout le monde nous voit. Il y a 50 ans, on était en train de se dire « Waouh, l'an 2000, ça va être incroyable ». Bon, ben voilà, on est dedans. Hein. Pour l'instant, ça peut faire peur à certains. J'entends. C'est tout. Le développement… De toute façon, si ça me fait peur, je t'appelle pas de toute façon. Non, mais ça peut être un questionnement. Ça peut être aussi, justement, parce que je suis pas tranquille, j'ai envie de savoir s'il y a des explications à ce que je ressens, parce que j'ai peur. Et alors là, moi, il y a des histoires, mais tellement touchantes, quoi. C'est qu'à partir du moment où on explique, vous avez peur de quoi? Je vous montre, regardez ce que c'est, tendez votre main. Et là, les gens, ils se disent, mais c'était donc ça. Oui. Alors, on se rassure après, hein. On peut avoir peur quand on m'appelle, mais j'ai pas souvent des gens, ça peut arriver, qui ont peur après. Ouais. Mais ça veut dire que géobiologue, c'est un don ou c'est quelque chose qui s'apprend? Alors, les deux, mon capitaine, je pense. Hein. Moi, j'ai appris la première fois qu'on m'a mis des baguettes dans les mains, des choses comme ça, là, c'était à une initiation de géobiologie. Il s'est passé un truc avec. Et là, on m'a dit, mais tu dois avoir quand même quelque chose à faire avec cet outil que je n'avais jamais pris dans les mains. Et c'est comme ça, en cheminant, que je me suis rendu compte que ma grand-mère était sourcière. Ah, et personne n'en avait jamais parlé dans la famille? Non, il fallait surtout pas le dire. Et quand ma mère m'a vue avec des baguettes dans la main, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah là là. C'est ça. Comme quoi, les choses se transmettent, même si ce n'est pas oral, elles se transmettent quand même. Hein.
Donc, tu découvres ça. Et alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu découvres que déjà, tu as déjà ça en toi et que finalement, tu pensais juste faire une initiation. En fait, c'était presque une reconnexion. C'est tu te reconnectais à quelque chose que tu avais en toi. Comment tu t'es sentie à ce moment? Eh bien, si tu veux, tu as l'impression que tu touches enfin du doigt l'irrationnel dont tu avais l'impression il devait bien exister quelque chose. Moi, je suis venue à la géobiologie par la santé. Je suis une maman avec des enfants qui étaient tout le temps malades dans mon lieu de vie. Mais vraiment des choses bizarres, des choses angoissantes même pour certaines, qui justifiaient des allers-retours aux urgences souvent, de rajouter des feuilles dans le carnet de santé. Et il y a eu un moment où je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir autre chose que je ne vois pas, que je ne comprends pas. Et je suis quelqu'un d'assez quand même, voilà, j'aime bien être convaincue de quelque chose et si je le suis pas, je vais aller chercher les informations. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au Feng Shui. J'ai touché 4 écoles du doigt et je suis diplômée de l'école française de Feng Shui. Je suis allée au bout de ce cursus-là. Mais ça, c'était l'énergie des espaces, les orientations boussole. Donc là, je précise, je suis dans mon sud-ouest. Voilà, c'est la zone de la fille et du couple. Donc, il y a les deux là. Et voilà, donc tu comprends des choses comme ça. Et puis, lors de ce cursus-là, on m'a dit, mais le Feng Shui, c'est extraordinaire. Mais il y a aussi une autre discipline pour laquelle on va vous faire venir une intervenante, c'est la géobiologie. Et à partir du moment où je suis tombée dedans, je suis jamais ressortie. Et je mets à profit les 25 années de connaissances médicales, puisque j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'étais attachée scientifique en cancérologie, moi. Donc, la santé, c'est ce qui a été complètement déterminant dans mon choix. Et là, je me suis rendu compte qu'aucun médecin de nos jours avait le temps de faire ce que je fais et ne pouvait pas se rendre dans les lieux, faire des analyses de lieux. Et quand on sait très bien qu'on peut attraper des maladies très graves dans un lieu qui est très impacté, on va dire ça comme ça, et qu'on a les moyens en géobiologie de lever un certain nombre de toxicités, on comprend qu'on a complètement un rôle à jouer dans la complémentarité des domaines. Donc le médical sait faire des choses, il s'occupe du corps qui arrive jusqu'à la peau, et puis la chirurgie et tout ça. Et puis il y a plein d'autres domaines, et c'est une histoire de médecine intégrative. Mais moi, je suis venue à la géobio par la santé uniquement. Ben, c'est merveilleux tout ça. Donc, par exemple, moi, je suis dans une maison qui a été rénovée. Donc, c'est une vieille longère, mais qui ressemble à une maison moderne. Donc, même dans ce type de bâtiment, ce qui s'est passé avant, dans la maison, dans les lieux, peut se faire ressentir aujourd'hui, même si ça a été rénové. Ça n'a rien à voir complètement. Avec... Voilà. Complètement. C'est-à-dire que, en fait, il y a plusieurs domaines en géobiologie. Quand on présente la géobiologie, il y a des grands domaines. Il y a ce dont tu parles, c'est la mémoire des murs. Ce dont tu parles, c'est tout ce qui est en subtilité des vibrations. Quand on parle, quand on parle, on a une vibration. Quand on crie, on en a une. Quand on chante, on en a une. Et la vibration s'inscrit dans la matière. On n'a qu'à faire l'expérience des motos, où on met du riz dans 2 bocaux et où on dit des mots d'amour à un bocal et des mots détestables au deuxième. Le deuxième pourri et voilà. C'est exactement pareil pour une maison. Une maison où il y a des choses absolument belles qui sont vécues dedans s'inscrit dans les murs. Alors on va me dire oui, mais les maisons, il y a aussi des gens qui meurent dedans et du coup c'est compliqué. Ben oui, mais je dirais que la mort, elle fait partie de la vie. Et quand la mort, elle se passe de façon parfaitement linéaire, où les gens meurent de vieillesse et que tout se passe bien, même s'ils meurent dans leur maison, c'est pas tellement un problème. Là où ça commence à le devenir, c'est quand il y a des choses lourdes dans une maison, où il y a des cris, où il y a des séparations, où il y a des douleurs, des peurs qui s'inscrivent. Et là, on a des maisons à séparation. On a des gens qui sont pendus dans des greniers et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et il y a des choses à faire. Il n'y a pas rien à faire. On n'a pas qu'à subir ça. Il faut écouter la maison. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça, c'est la mémoire des murs.
Alors ça, alors, bien évidemment, aujourd'hui, on fait tellement peu cas de ça que souvent, on ne demande même pas, par exemple, si on est sur l'achat d'une maison, on ne demande souvent pas l'histoire de la maison, qui y a vécu, etc. Est-ce que ce serait quelque chose à faire, à demander justement, ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que ça, c'est important? Ta remarque, elle est super juste. Elle est absolument essentielle, ta remarque. Et je pense que, alors je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Moi, j'ai travaillé avec certains agents immobiliers qui me disaient, ouais, c'est super ton boulot, tu vas pouvoir nettoyer les lieux pour qu'on les vende plus vite. Et ok, j'ai entendu, j'ai entendu la demande. Par contre, quand j'ai choisi ma maison ici, il y avait les gens qui vivaient avant, les gens qui étaient dedans. Et c'est extraordinaire, en fait, parce que quand les gens qui vont acheter une maison peuvent parler avec ceux qui y sont encore, vous avez des informations essentielles. Pourquoi les gens vendent? Pourquoi ils s'en vont? Et moi, les gens que j'ai vus, il y avait un artiste qui travaillait au bout de mon salon, là, et ils m'ont dit, c'est une maison, c'est un bonheur absolu, ça nous fait vraiment gros de partir. Nos 2 enfants sont nés là, c'est difficile de partir, tellement on a été heureux dans cette maison. Voilà, ça c'est une première information. Parfois, quand on achète nos maisons avec des agents immobiliers, cette info-là, on ne l'a pas. Et parfois, les agents immobiliers ne l'ont pas non plus, ou ne vont pas la chercher. Ce qui fait que c'est compliqué de savoir la maison, comment elle est. Mais c'est cool que tu me dises ça, parce que j'ai une amie qui est en train d'acheter une maison. Et elle me dit, oh, c'est ma maison. Vraiment, quand je suis arrivée, c'est celle-là que je veux. Et donc, elle est dans sa démarche de prêt, etc. Et c'est un petit peu compliqué. Et je lui dis, est-ce que tu as parlé au propriétaire? Et elle me dit, bah non, pourquoi? Je dis, bah, ce serait bien peut-être que tu leur expliques pourquoi tu as ressenti ça sur la maison, et peut-être qu'ils pourraient baisser un peu le prix, ou alors vous vous arrangez, tu payes plus tard. Enfin, je dis, mais s'ils ne connaissent pas ton histoire, bah, ils ne peuvent pas être touchés quelque part, et inversement. Et en fait, quand tu dis, c'est vrai que c'est important de connaître les propriétaires, souvent quand on passe par une agence, ça c'est complètement, c'est une étape qui est complètement zappée, quoi. Ouais. Et pareil, si une maison plaît beaucoup, mais qu'il y a une difficulté qui a été vécue dans une maison, il n'y a pas forcément rien à faire. Je vais dire un truc. C'est comme quand on choisit quelqu'un et qui est dans une mauvaise phase de sa vie, et que du coup, bon, on se dit, mais il va aller mieux. Une maison peut aller mieux. Peut-être que l'antenne, c'est soi. La maison, elle va dire, ah non, mais c'est toi qu'il me faut, parce que toi, tu vas comprendre. Et on va se sentir pas très bien dans cette maison, et c'est justement en faisant venir quelqu'un qui va corriger les nuisances que la maison, elle aura dit, j'ai gagné, en fait, elle a compris. Mais ça peut aussi nous faire traverser des choses extrêmement difficiles. Il y a des immeubles à célibataires, par exemple. Wow. Il y a des immeubles entiers où, quand on fait un focus sur les gens qui habitent dedans, c'est que des célibataires. Il y a des immeubles où tout le monde divorce. C'est des endroits où tous les appartements sont signés de la même chose. Et donc là, on s'intéresse à qu'est-ce qu'il y a dessous. Parce qu'il y a toujours un moment où on a enfermé, alors ça c'est Feng Shui qui dit qu'on enferme, quand on dit on construit une maison, on choisit un terrain et puis on commence à monter les murs et après on fait ça. C'est-à-dire qu'on enferme l'énergie du lieu, d'accord ? Donc, on fait des fenêtres, on fait des portes, etc. Et on a enfermé l'énergie du lieu sur lequel on a construit la maison. Mais qu'est-ce qu'on a enfermé? Parce que parfois, et non, parfois, on a construit une maison neuve sur un endroit qui était quelque chose avant. Mais c'était quoi? Donc, si c'était une source, par exemple, où il y avait tout le quartier qui venait chercher de l'eau à cet endroit, est-ce que c'est bien d'abord d'habiter sur une source? Ouais. Ou pas? Justement, si jamais c'était le cas, est-ce que tu me dirais, écoute, Lénaïque, il va falloir que tu déménages, ou est-ce que tu vas parler à la source? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui est possible si je viens d'acheter une maison et je m'aperçois qu'il y a une source dessous? Est-ce que ça veut dire quoi? C'est marrant ce que tu me dis, parce que ma société s'appelle Maison des Sources, parce que toutes les maisons que j'ai choisies spontanément,
Quand j'ai fait l'analyse dessous, il y a une source. Et celle-ci où je suis, c'est pareil. Il y en a une. Est-ce que c'est problématique ou non? J'allais dire ça dépend. Ça dépend de la nature de l'eau qui sort. Ça dépend de son débit. Ça dépend si elle est polluée ou non. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette source? Ça dépend de plein de choses. En règle générale, c'est l'écoulement de l'eau qui est embêtant, qui nous arrache des électrons et qui fait qu'on se fatigue énormément. J'allais presque dire, c'est plus embêtant une veine d'eau qui coule beaucoup qu'une petite source qui sort d'un côté de la maison. Tu vois, je suis beaucoup plus embêtée quand il y a un gros flux d'une veine d'eau qui traverse une maison et ça dévale. C'est plus impactant qu'une petite source dans un coin. Mais de ce fait, tu peux quand même faire quelque chose à ce niveau-là ou ça voudra dire qu'il faudra que je déménage? Alors, ça dépend des situations. Ça m'est arrivé dans une maison pas très loin d'ici. En fait, je me sers de tous les êtres vivants et les êtres de la nature autour. Tu sais, quand on a une ouverture de conscience, on se dit qu'on n'est plus du tout seul. Et sur une situation comme ça, j'avais une maison où il y avait un mur qui était très, très abîmé d'eau. Et il y avait un arbre, en fait, de l'autre côté de la rue qui avait été coupé. Je te montrerai la photo, c'est hallucinant. Quand on regardait l'arbre, on voyait quelqu'un dedans qui disait oui, je suis là. Hein. Et donc, en communiquant aussi avec cette sphère-là, le végétal, tu peux lui demander, tu peux venir aspirer l'eau là pour cette maison et est-ce que tu peux le faire? Et quand tu as cette réponse, tu as en fait tous les végétaux qui s'organisent pour venir boire l'eau qui est en train d'inonder la maison. Et petit à petit, avec le temps, tu as en fait un assèchement du mur qui peut avoir lieu. C'est assez étonnant à regarder. Hein. Ça me met dans le poule, là. Oui. En fait, c'est une organisation. Tu proposes, tu demandes. On est tous en cohabitation. Le règne végétal, animal, le minéral. Je suis fan des pierres. Et donc, on peut demander le concours de différents règnes parallèles aux nôtres. Mais ça, c'est une ouverture de conscience. Oui. Bon, après, si j'y crois pas, je te laisse faire. L'important, j'ai envie de te dire, c'est le résultat. Comment on est après? Est-ce qu'on dort mieux? Est-ce qu'on est plus gai? Est-ce qu'on est mieux? Est-ce que les murs sont moins lézardés? Est-ce qu'il y a moins d'eau? Voilà. L'important, c'est le résultat. Hein. Bon, et les résultats sont positifs. Ouais, moi, ce qui me bluffe, c'est le chemin pour arriver au résultat. Ce que racontent les lieux, c'est... Est-ce que c'est vrai, j'ai entendu ça récemment, est-ce que c'est vrai qu'il ne faut jamais dormir la tête contre le mur? Enfin, il faut qu'il y ait toujours un espace entre ton lit et le mur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, dans les analyses de lieux, il faut quand même comprendre que, tiens, je prends un exemple ici, tout a une aura. C'est-à-dire que les objets ont une aura, tu vois, celle-là, elle arrive là. Bon, c'est pas des grosses auras parce que c'est des choses manufacturées, voilà. Donc, hop, l'aura du cercle, là, c'est à peu près ici. Donc, un mur a une aura. Un mur où il y a eu une mémoire des murs forte aura une aura. Si tu te mets dans le mur, tu vas être impacté de l'aura du mur. Donc, ça, c'est une première réponse. En revanche, ce qu'il y a derrière ta question, c'est comment je dois mettre mon lit dans une pièce. Quelque part, oui. Je dirais que c'est beaucoup moins embêtant de se mettre contre un mur que de se mettre dans le vide. Si tu remarques les enfants, les nourrissons, quand on nous, les mamans, hein, quand on regarde un peu les bébés, ils sont tout le temps à se contorsionner, à chercher avec leur tête en particulier un appui. Ouais. C'est lié en fait à toute notre gestation où quand on était un bébé, on était contre une paroi, contre l'utérus, contre la poche utérine. Et ça, c'est vraiment très ancré en nous, ce qui fait qu'on sera toujours un peu plus en sécurité contre un mur, même si on ne cogne pas dedans, hein, contre un mur comme ça, on aura toujours cette sensation d'être plus en sécurité qu'au milieu complètement d'une pièce.
Par exemple, déjà. dans un restaurant, moi, j'ai tendance à choisir un mur derrière moi pour m'asseoir. C'est pour ça. Ouais. Et en feng shui, on dit aussi qu'on a la tortue dans le dos. Tu vois, notre carapace, on est contre. Tu vois, ma tortue, c'est des 2 empereurs, là. On est contre quelque chose et on a le phénix devant nous. Et quand tu dors, c'est un petit peu la même chose. Ça, c'est plus des orientations feng shui ou des positionnements après. Mais on est toujours plus en sécurité quand on voit la porte, quand on voit qui peut rentrer. D'accord? Par la fenêtre, on voit aussi qui peut rentrer. On n'est pas en insécurité, même quand on dort, et on est la tête contre un mur. Ce qui fait que quand on se redresse, on a cette vision ok, je vois ce qu'il y a, je vois ce qui peut m'arriver. C'est complètement inconscient, ça. Bah oui, évidemment, je le fais pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut expliquer qu'une fois, je vais mettre mon lit là, et puis je vais peut-être avoir envie de le changer, et puis le rechanger, jusqu'à trouver finalement la bonne position. Parce que là, le nord, le sud, l'ouest, ça a une importance pour toi? Alors oui, ça en a une, d'autant plus qu'on est nous des personnes qui sommes nées dans une direction. C'est-à-dire l'accouchement de nos mamans a fait passer la tête, notre naissance, elle a été dans une direction. Et du coup, cette direction que notre tête a prise, elle nous suit. C'est une signature. Wow, intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça. Et donc, à partir du moment où parfois on passe des caps difficiles dans la vie, on peut se dire mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là, et comment je peux me remettre en route autrement, et de revenir à des orientations boussole comme ça. C'est le feng shui qui parle beaucoup d'orientation boussole. Ça aussi, c'est intéressant comme lecture. Ouais, en fait, ton expérience, justement, tu vas mixer les deux dans ton analyse. Tu vas mettre un peu de feng shui, un peu de géobiologie, et puis tu vas faire que le lieu où on vit soit un lieu doux, agréable, comment j'allais dire, en bonne santé. Oui, en bonne santé, en fait, c'est ça. Ben oui. Ouais. Ben, je peux te raconter une histoire. Bien sûr. Celle-là, elle figurera quelque part. J'ai été appelée il y a quelques mois de ça. Elle s'appelle Marie-Morgane. Elle est graphiste. Je la salue d'ailleurs. Et sa maison était une maison très ancienne sur le pays des Goudins, sur la ligne entre Audierne et puis la Torche, par là, tu vois, sur cette ligne-là. C'est une grande côte face au large. Et elle avait une maison et puis elle sentait des choses. Les jeunes d'aujourd'hui sont très, très sensibles, bien plus que nous. J'imagine qu'avec les augmentations vibratoires et tout ça, bref, on a des êtres beaucoup plus sensibles. Et elle, c'est une jeune femme très, très sensible et qui me décrit des choses particulières. Et dans sa maison, il y avait quelqu'un qui faisait référence à une époque révolue, bien sûr, mais je pense que c'est ça la géobiologie aussi, c'est que ça vient nous chercher dans une histoire. Et ce qu'il y avait dans sa maison, c'est un naufrageur. Tu connais les naufrageurs ? Ça me dit quelque chose là, mais je ne saurais pas expliquer. C'est quoi? Les naufrageurs, c'était des gens qui faisaient des feux sur les côtes. Donc, peut-être qu'il y avait à Tahiti ce genre de choses aussi, pour attirer les bateaux perdus ou bien les bateaux qui passaient avec des grandes richesses, puisque sur ce pays bigoudin, là, il y avait des bateaux qui allaient à Brest, qui revenaient de la route ou des épices ou des Indes ou je ne sais d'où, qui étaient chargés de richesses. Et ils attiraient avec des feux sur la côte les bateaux pour qu'ils s'approchent de la côte. Malheureusement, il y avait des tas de cailloux et en fait, les bateaux se fracassaient et c'était des gens un peu sans foi ni loi qui allaient piller ces bateaux, qui tuaient les occupants qui surnageaient avec difficulté. Donc, c'était triple peine. Et donc, dans la maison de Marie-Morgane, il y avait un naufrageur. Waouh, donc un peu lourd comme ambiance de ce fait. Ouais, sauf que l'histoire, elle va l'écrire, hein, l'histoire. Marie-Morgane, c'est une graphiste, elle va le faire, le livre, tellement l'histoire est absolument magnifique. Et donc, la découverte de cette maison-là, ça a été écouter ce naufrageur. Ça a été, c'est quoi son histoire à lui? Et à partir du moment, ça me fait des frissons, hein, à partir du moment... si ça se voit, mais à partir du moment où on écoute Marsan, c'est Marsan, il s'appelle, hein, Marsan Le Goff. À partir du moment où on écoute son histoire,
mais c'est, il se passe autre chose. C'est Donc, ça enfin. veut dire que quand toi tu es allé voir cette dame, elle l'entendait en même temps que toi ou c'est que toi qui as entendu et qui lui a transmis? Elle le sentait dans son dos, elle avait froid, elle était pas bien, il y avait des bruits la nuit, elle était pas tranquille. Son petit garçon qui s'appelle Malo, qui met des pirates partout dans la chambre. Voilà, et donc il était perturbé cet enfant et il avait du mal à s'endormir. Et l'écoute de sa maison en fait révèle ça. Et c'est une histoire qui est tellement belle. Et donc ça nous replonge dans l'histoire d'une région où le Pays Bigoudin c'est un endroit extrêmement pauvre où on peut comprendre qu'à d'autres époques les gens se sentent obligés de faire ça pour rester en vie. Enfin, il y a voilà. Alors on dit mais c'est des bandits, c'est des sanguinaires, ok. Et si on écoute ce qu'ils ont à dire, et là on dit ah ouais d'accord. Ok, on voit plus du tout les choses de la même façon. Mais c'est un pan d'histoire d'une région. Et ça, révélé par une géobiologie. Et son nom, tu l'as entendu ou vous avez fait des recherches après? Comment c'est venu ça? Le nom de Marsan? Oui. Ah non, mais c'est non, il te dit son nom. Tu sais, il y a un moment, moi ce que je constate et que j'explique énormément à mes clients. Il y a quelque chose qui se passe, c'est la reconnaissance. C'est comme les gens. À partir du moment où tu entends la douleur, tu entends leur douleur et tu écoutes et que tu conscientises, les gens arrêtent de crier. Tu reconnais qu'il y a un problème. Tu écoutes. Il y a tout qui change. Absolument tout. Le phénomène de reconnaissance est le phénomène, à mon avis, dans ma pratique, qui change absolument 80% de la donne. Oui, parce qu'une fois que la personne est entendue, finalement, elle est en paix parce qu'elles se sont comprises. Donc, est-ce que là, Marsan a dit quelque chose après avoir été entendu? Non, il a pas fait que dire. Je ne sais pas si je peux te le montrer, mais je vais le publier, ce que tu dis. Je vais le publier sur ma page pro en référence à cette interview. Je vais publier la réponse. Oui, en fait, la réponse, ça a été dans le ciel. Avec Marie-Morgane, on est allé à un endroit. En fait, Marsan, il s'est suicidé. Bref, donc parce que voilà, pour plein de raisons. Et donc la réponse, ça a été dans le ciel au moment où voilà, on était toutes les deux face au large en fait. Et j'ai demandé une réponse. Et la réponse, ça me fait les frissons encore. Et donc moi aussi, la réponse, on l'a vu quand le ciel il s'est complètement éclaté alors qu'il faisait pas beau du tout et on a eu une réponse dans le ciel que je vais publier sur ma page, tu vas voir. C'est impressionnant et on se dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, ça n'existait pas 20 ans d'avant. Et donc quand tu vas au bout de la démarche, quand tu vas au bout de l'histoire du lieu, il se passe des choses, mais ça, on dit ça dépasse un peu l'entendement. Non, c'est juste que tu es pluridimensionnel, tu vas dans tellement de dimensions à la fois qu'il y a tout qui répond. Donc, une géobiologue, elle peut être aussi quelque part une passeuse d'âme, elle aide les âmes qui seraient restées un petit peu coincées dans ce lieu à partir. Mais oui. Alors, je sais par expérience que tous mes copains géobio ne le font pas. On n'a pas tous cette capacité-là. Moi, je dirais que ouais, j'avoue, ça m'arrive très, très, très souvent. Et quand je n'ai pas la réponse immédiatement comme ça, j'ai la réponse quelques jours après. La dernière fois que j'ai eu une réponse 3 jours après, chez un client, on était dans un blocos, une construction allemande, une base aérienne, tu sais, pour dégommer les avions qui passaient pendant la guerre là autour d'une ville où il y avait un arsenal, etc. Et donc ils avaient un blocos dans leur jardin. Et là, compliqué, quoi. J'ai eu du mal à rentrer. Des fois, la géobiologie, ça nous hérisse le poil aussi. Et en fait, voilà, j'ai fait un certain nombre de choses avec le propriétaire. C'était très intéressant. Et 3 jours après, j'ai eu une réponse, une lettre en allemand,
Donc, mes souvenirs d'allemand étaient lointains, donc il a fallu que je regarde sur les traducteurs. Et je lui ai envoyé la réponse à ce propriétaire parce que je lui avais dit, je pense qu'on va m'écrire et je pense que je vais avoir une réponse. Et elle est arrivée 3 jours après, en allemand. Merci, madame. De celui qui avait été dégagé de ce blocos. Oh, waouh! Ah, mais moi, je resterais des heures à t'écouter. Hein. Tu sais, un peu comme ces histoires-là, quand on était tout petit. Alors, je sais moins aujourd'hui, hein, mais genre autour du feu, avec des histoires qu'on se raconte. Ça, c'est le genre d'histoire qu'on se raconte un petit peu autour d'un feu avec des amis. Alors, ton entourage, justement, les amis, la famille, quand tu as changé complètement de milieu de vie, parce que tu passes d'un milieu médical à quelque chose de moins, on va dire… rationnel. Oui, rationnel. Comment ta famille a pris ça? Alors déjà, ta maman a dit, oh là là, mon Dieu, elle a touché les bâtons de sourcier. Ça a été accueilli comment? On va dire, ça a fait beaucoup de place dans la vie. J'ai perdu beaucoup de monde. Voilà. Par contre, c'est parfois révélateur de nos propres enfants qui disent, ben oui, maman, on voit des choses. Hein, c'est juste que toi, tu les vois pas. D'accord. Et voilà, ça révèle des choses. C'est comme ça qu'on se rend compte que les enfants de 5 ans, quand ils ont des petits personnages ou qu'ils expliquent qu'ils ont un ami imaginaire, n'inventent rien. C'est juste qu'ils voient. Ouais. Et qu'on perd cette faculté-là quand on grandit. Et parfois, on la perd pas. Donc, ou parfois il y a d'autres connexions qui se font, voilà. Et moi j'ai accompagné des tas de gens qui étaient en questionnement. Tu sais, j'ai un peu l'impression d'être la dame du carrefour parfois où on se dit mais ça existe ça. Donc ça me fait rire parce que je dis non mais les bibliothèques sont pleines de livres que personne ne lit. Des témoignages de gens, des légendes. Alors les légendes, ça me fait hurler de rire. On dit mais c'est une légende ou pas. C'est juste le témoignage de dimensions qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et tous les gens qui racontent des choses extraordinaires, tous ces gens-là ne sont pas forcément, ils n'ont pas tous fumé la moquette. Hein. Oui, c'est bien de le préciser. Mais effectivement, nos enfants ont des grandes antennes, donc ils n'ont pas de limite. Pour eux, c'est quelque chose qui leur est tout à fait normal. Pour nous, ça va être inconcevable. Donc, l'idée, c'est d'apprendre aussi en tant qu'adulte à se faire confiance, à écouter son intuition. C'est ce que tu dis aussi aux gens que tu vas voir, par exemple, quand tu viens faire de la géobiologie chez eux. Ben, souvent, enfin, j'explique tout ce que je fais. Tous mes clients pourront témoigner. Je sais quand j'arrive, je sais rarement quand je pars. Voilà, je suis toujours à leur dire tiens, notez ça, vous irez voir sur internet, notez, parce que ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'en général, quand je pars d'un endroit, la connexion se coupe. C'est-à-dire, je n'emmène pas le lieu avec moi. Ça, c'est plutôt bien, parce que sinon, on pourrait te retrouver avec des énergies lourdes, quoi. Ouais, alors il y en a certaines dont je me souviens très bien et du coup, quand j'ai fait référence, ça me toujours, je suis émue tellement c'est des histoires tellement belles. Mais parfois, voilà, on coupe avec l'histoire, ce qui fait qu'on c'est pas une amnésie, mais c'est vraiment quand on est dans le lieu imprégné. C'est un peu comme quand tu vas dans un concert de rock, tu vois. C'est-à-dire que tu as le moment où tu rentres dans le concert, le moment où tu es dans le concert et le moment où tu sors. Et après, c'est le souvenir que tu en as. C'est un peu comme ça. Ouais. Donc, ça se vit au moment où on le vit, une géobiologie, au moment où on est dedans. Et puis après, on a ce regard au-dessus en disant « Ah tiens, oui, j'ai vécu ça. » Mais c'est tout. Donc, il y a plusieurs écoles de biologie, de géobiologie, je veux dire, ici, ouais. Ouais, alors, c'est un domaine professionnel qui n'est pas encore très codifié. Pourtant, il y a des gens très très bien qui font des formations très très bien. Un peu plus loin dans le centre de la France, j'en ai croisé certains qui avaient fait l'école Lipnic, d'autres qui avaient fait Stéphane Cardino, d'autres qui ont fait Luc Baudin, d'autres qui ont fait… Enfin, il y a plein de gens qui font… d'abord qui écrivent des livres et qui font des formations autour de ça. Moi, j'en ai fait une qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Santé, Énergie et Habitat, où j'ai rencontré des gens complètement incroyables qui ont participé
participer à qui je suis. Donc, je pense à Marie-Pierre Dillenzeger, qui est quelqu'un qui est complètement incroyable et qui intervenait dans l'école sur l'art du positionnement, qui on est et comment on se positionne par rapport à tout le monde d'aujourd'hui et qui on est dans ce monde-là. J'ai rencontré Jean-Paul Ovola qui parlait des clés universelles, les grands domaines. Et j'ai appris un mot avec Jean-Paul, c'est le mot signature. Comment tu dis? Signature. Signature, d'accord. Et je pense que c'est 100% de mon activité aujourd'hui. Donc, alors, développe un tout petit peu alors. Ouais. La signature, c'est un peu ce qui constitue quelqu'un, indépendamment de ses pensées, tout ça. Une signature, c'est vraiment quelque chose de très profond. Tu vois, par exemple, l'océan, quand tu prends les éléments terre, eau, air, feu et terre, tu as chaque élément est signé de quelque chose. Regarde, par exemple, une pierre de lave. Je sais pas si j'en ai une derrière moi. Non, j'en ai pas. Parce que derrière moi, j'ai toujours cabinet de curiosité. Hein, j'avais une boutique à Quimper, ça ressemblait à ça. J'ai toujours plein de choses derrière moi. La pierre de lave, elle est signée de 3 choses. Elle est signée de la terre, elle est signée du feu et elle est signée de l'air. Parce que dans la pierre de lave, il y a plein de petits trous d'air. Oui, d'accord? Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Je vais regarder parce que j'ai quelques pierres, mais là, j'en ai pas. Voilà. Oui. Donc, tu vois, c'est un exemple. Pareil, une grotte dans un endroit, c'est une double signature, c'est l'air et la terre. Et parfois l'eau. Et parfois l'eau, parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc, tu vois, c'est ça les signatures. C'est-à-dire que ça va sur ces sujets-là. Et parfois, quand on a un lieu où il n'y a pas d'habitation, où il y a juste des végétaux, les mégalithes, du coup, c'est intéressant de s'intéresser à sa signature. C'est quoi ce lieu? Et tu as le monde des druides qui s'intéressaient beaucoup à ça et qui étaient capables d'identifier un lieu en disant celui-là, il est signé du feu. Et donc, ils faisaient des rituels feu sur ce lieu-là. D'accord. Ça nous emmène, si tu veux, à des choses beaucoup plus primitives en termes de sensations, mais beaucoup plus justes, parce que sinon, on met un bâtiment sur un lieu signé feu, ça va être compliqué. Ah oui, ou un lieu signé vent, par exemple, ou eau. D'ailleurs, on a vu ça, hein, des catastrophes comme ça, parce que l'homme avait, par exemple, fait un barrage plus loin. On a oublié des années après, et puis dans le chemin que prenait l'eau habituellement, on avait construit. Et quand la nature reprend ses droits, on peut voir des catastrophes comme ça, humaines, écologiques. Enfin voilà, donc d'où l'importance finalement d'aller te voir quand je choisis une maison. Si je décide que cette maison, ça sera ma maison et que je décide même de m'engager sur cette maison en l'achetant, l'idée, ce serait même de t'appeler avant. Bah oui, il y a pas mal de gens qui le font, qui m'envoient le terrain. Tiens, tu peux me donner ton avis là-dessus? Donc oui, il y a plein de choses à faire. Mais après, dans la correction. Qu'est-ce que tu préfères faire, toi, justement, dans ton métier de géobiologue? Ce que je préfère, les choses dont je me souviens le plus, c'est les maisons à histoire. C'est ça dont on se souvient le plus. C'est les maisons à histoire qui viennent chercher les gens dans la profondeur de qui ils sont. C'est des histoires, mais moi je suis épatée à chaque fois. C'est vraiment, c'est extrêmement juste. C'est extrêmement juste. Après, il y a la manière de corriger. On n'a pas encore abordé le sujet parce que c'est vrai que le géobiologue, il a plein d'outils à sa disposition pour révéler les choses et surtout, moi, je m'en sers pour montrer à mes clients aussi. Donc ça participe au fait que la géobiologie ne reste pas complètement nébuleuse. Alors, ça veut dire que ces outils, c'est quoi? Tu disais que, par exemple, tu aimes beaucoup les pierres. Est-ce que ça veut dire que dans la géobiologie, tu vas aussi utiliser en outil une pierre particulière? Oui. On s'intéresse à la lithothérapie obligatoirement. Donc, moi, j'ai été formée avec une dame qui s'intéressait énormément aux pierres et elle me disait tout le temps, il ne faut pas acheter les pierres dans les magasins de pierres. Ils ont été extraits avec des explosifs.
poli avec des pauvres enfants qui travaillent dur pour ça et c'est chargé de tristesse. C'est un exemple. Par contre, elle m'encourageait en cheminant, si une pierre t'appelle, prends-la. Et c'est pour ça que j'ai souvent des pierres, j'en ai partout, des pierres, je ramasse des pierres sur les lieux où je vais souvent et du coup, je ne sais pas pourquoi je les prends. Mais en général, ça m'arrive d'avoir besoin de ces pierres-là pour quelqu'un. Et je me dis toujours, ah bah tiens, je savais pas pourquoi je l'ai pris, bah elle est pour toi en fait. Waouh. Parce que moi je fais ça. En fait, je dis souvent à mon mari, c'est la pierre qui te choisit, c'est pas toi qui choisis la pierre. Et ça m'arrive, on se promène et tout, je fais waouh, cette pierre et je la rapporte à la maison. Alors on n'est pas censé, on le dit tout doucement parce qu'on n'est pas censé prendre des pierres, paraît-il, sur les plages. Mais c'est vrai que ça m'arrive. Il y a une pierre qui va m'appeler plutôt qu'une autre par sa couleur, sa forme, etc. C'est complètement ça. Moi, je les mets dans mes pots de fleurs. Hein. Mais pour revenir à la reconnaissance et à la correction d'une maison, comme je te disais, il y a 80% du travail, c'est la reconnaissance. Et puis parfois, le lieu accepte de répondre aussi. Moi, je fonctionne beaucoup par offrande. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, on donne à notre lieu? Quel cadeau on lui fait pour... il y a beaucoup de sacré en fait là-dedans, parce que je pars du principe qu'une maison c'est nous en fait, c'est notre domaine privé et ça c'est l'idée que j'ai. Hein. Et du coup j'ai tendance un peu à sacraliser les lieux de vie, un peu voilà. Et souvent je me dis ok mais qu'est-ce que nous on peut faire pour notre lieu? Je vais te donner l'exemple de ma maison où j'ai découvert 2-3 trucs et je me suis mis dans un univers qui est celui des talismans. Parce que je me suis rendu compte que parfois, dans les lieux de vie, il y avait un besoin de nourrir quelque chose avec ces fameuses signatures dont je te parlais tout à l'heure. Et là, quand tu écoutes le lieu, lui, s'il est signé de l'air et que c'est un cabinet de thérapeute qui est au rez-de-chaussée d'un immeuble, comment tu fais en étant signé R pour être au rez-de-chaussée d'un immeuble cabinet de thérapeute? Tu étouffes. Et donc, dans un cas comme ça, je me dis, tiens, je vais lui faire une offrande R et je vais la construire. Et c'est parfois comme ça qu'on arrive à corriger un lieu qui va pas bien. Tu peux nourrir ton lieu avec ce qui lui manque. C'est un peu lui donner de la vitamine parce que toi, tu vas avoir besoin qu'il te soutienne dans ton projet de vie. Mais si lui, il n'est pas en capacité de le faire, il faut être à l'écoute pour le nourrir lui. Et pour nourrir un lieu, je vais te montrer par exemple ce que j'ai fait dans ma maison. C'est derrière moi, je ne sais pas si tu le vois. Il est un peu grand en fait, c'est ça. Oui. C'est un talisman, le mien il fait 60 cm sur 60. Et il y a une symbolique dedans qui est de la géobio, hein. Mais c'est par exemple ce que j'ai fait pour ma maison. Donc, en fait, les talismans que tu vas créer, tu vas les offrir à cette maison. Donc, la personne, ensuite, va la garder dans la maison pour justement… alors, ça voudra dire que cet objet devra toujours rester à cette place-là ou il peut changer de place? Curieusement, souvent, les gens changent tout le temps les meubles de place. Oui. Et c'est très juste. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien à cet endroit, puis d'autres moments, on se dit « Ah non, tiens, j'ai envie de le changer ». Il faut s'écouter. Bien sûr que ça bouge. Et des fois, les talismans comme ça, on leur rajoute des choses. C'est-à-dire que j'en ai… tiens, je vais te montrer celui-là. Je vais te montrer celui-là. Waouh, magnifique. C'est toi qui l'as fait aussi? Ouais. Et donc, celui-là, c'est une symbolique de couple où tu as un axe, où tu as le monde, le domaine sur lequel les deux protagonistes en miroir, ils ont une interaction, et tu as un anneau au milieu. Wow. Donc, en fait… C'est bien de le mettre dans la partie couple, quoi. Par exemple, dans une chambre de couple. Oui. Dans une chambre ou au sud-ouest de ta maison. Mais ce que je voulais expliquer par rapport à ça, c'est que on peut rajouter ou enlever des choses. C'est-à-dire que si moi j'ai envie de mettre autre chose dessus, je mets autre chose dessus. D'accord.
C'est-à-dire que si j'ai enlevé d'enlever des couleurs, j'enlève des couleurs. Donc, ça reste vivant, c'est ça que tu veux dire par rapport Exactement ça. C'est-à-dire un talisman, enfin tel que je le pratique, il s'adapte aux circonstances. Donc, est. Est-ce que moi, si tu offres un talisman à ma maison, est-ce que moi, je vais pouvoir rajouter des choses sur ce talisman ou il faut que ce soit la personne qui l'a fait? Alors, déjà, c'est toi qui vas me demander de faire un talisman pour ta maison. Donc, l'équation, elle est à deux inconnus. C'est toi et ta maison, plus les interactions entre les deux. C'est pas uniquement pour la maison, parce que la maison toute seule, elle n'a pas la même signature que quand toi, tu es dedans. Exact. Et c'est pour ça qu'on voit que des maisons qui sont inhabitées, un peu dépérissent, quoi. Ben oui. Alors que quand il y a quelqu'un dedans, tout de suite, il y a la vie qui vient. Ça interagit. Et c'est en ça que les talismans que je fais depuis quelques mois, en fait, ça a été révélé, ça, pendant le confinement. Parce que je me suis intéressée justement un peu plus fort aux signatures et je me suis dit comment je peux caler une maison, comment je peux faire une offrande à une maison, quelque chose d'un objet qu'on peut voir, qui est plutôt pas mal à regarder, on peut le construire et surtout il évolue avec soi et la maison aussi. Et des fois on enlève des choses, on remplace et je m'en suis servi aussi pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « mais je traverse un sale moment en fait et c'est pas cool pour moi ». Et donc, à partir du moment où ils font un talisman, ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils peuvent enlever, remettre. Il y a une espèce de chose qui bouge et on se dit tiens, vers quoi je veux aller? Je veux aller vers la confiance. Ok, je vais avoir besoin de me mettre un cadre alors pour me mettre en confiance. Et dans un talisman, j'en ai publié quelques-uns sur ma page dernièrement, on peut se rajouter un cadre pour se dire, je te montre. Regarde ce que ça fait. Ok. Dans un talisman, je me dis, tiens, je rajoute un cadre. Ça, c'est une protection. C'est-à-dire, je me suis mis une limite où là, tant que je suis dans ce monde-là, je suis à l'aise. Donc, tu vois, je mets par exemple une peau, je mets un cadre, et déjà, on a une signature et on a une limite. Après, je rajoute un petit degré de chamanisme. Je me dis, tiens, je mets un animal totem qui va m'accompagner dans cette épreuve. Et je pense que le léopard, c'est pas mal. Au fond, ce talisman, il pourrait presque être réalisé par le propriétaire ou le locataire du lieu avec ton aide en ayant les bases par rapport à ce que l'on a envie d'exprimer ou envie de protéger. Exactement. Et ça, c'est l'objet d'ateliers que je vais mettre en place là. J'en ai déjà fait avant le confinement, le premier. On avait fait des talismans pour les cabinets de thérapeutes et j'avais invité dans la boutique que j'avais des copines thérapeutes et elles avaient fait ce que tu dis. C'est-à-dire, on avait fait la carte d'identité de leur lieu d'exercice, la carte d'identité de leur profession et la carte d'identité d'elles-mêmes. Et en mixant les trois, on regardait leur territoire de thérapie a besoin de quoi pour que leur exercice professionnel soit soutenu. Et elles ont... en fait, parce que ton activité de géobiologue, finalement, elle fait intervenir tellement de dimensions. Alors, la dimension de la santé, la dimension spirituelle, une dimension complètement ancrée, la pierre, etc. Donc, c'est tellement passionnant. Je comprends que tu aies envie d'écrire un livre et franchement, j'ai hâte de pouvoir le lire le jour où il sortira parce que j'adore les histoires. En fait, les gens adorent les histoires et c'est vrai que les histoires des maisons doivent être effectivement très particulières. Nous, cette maison, nous sommes locataires. Quand on est arrivé, on a eu un monsieur qui est venu nous voir et qui nous a dit « Cette maison, c'est la maison où ma femme est née, a grandi et j'ai vécu dans cette maison avec ma femme. » Et les gens qui viennent nous voir nous disent « Ta maison, c'est la maison de l'amour. » Souvent, j'ai ce retour-là, c'est la maison de l'amour, on est bien, etc. Et c'est vrai que le monsieur, et je ne l'ai plus jamais revu, ce monsieur, hein, il est venu une fois,
Et je ne l'ai plus jamais revu, mais voilà, il nous avait transmis ça, et c'était beau, je trouve. Et Ben en plus, oui. ça va un petit peu avec ce que nous avons dit pendant cette émission. Donc, la géobiologie, vous avez vu que c'est un peu, c'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Ça fait intervenir plein de domaines. Est-ce que tu as envie pour terminer, de rajouter quelque chose? Je dis que j'ai envie de dire que moi qui viens du milieu médical, il y a eu un moment où je me suis dit il y a certainement des domaines qui nous échappent, qu'on ne voit pas. Et on ne voit pas le son, on ne voit pas l'amour. Souvent en conférence, j'interpelle les gens en disant si vous voulez quantifier la force de l'amour, vous feriez comment? Et du coup, c'est typiquement ça. Il y a la force des choses qu'on ne voit pas, la force du vent, si on ne voit pas qu'elle fait tomber un arbre, on n'en sait rien du tout. Et c'est exactement ça, c'est qu'il y a des domaines de l'invisible, on part du principe qu'ils n'existent pas simplement parce qu'on ne les voit pas. Par contre, on en mesure la force tous les jours. Et la force d'un lieu, elle vient nous chercher. Donc, elle peut venir nous chercher par la santé, par le bonheur, comme tu disais, par des joies incroyables dans une maison. Et parfois, elle vient nous chercher parce qu'on est porteur de fragilité personnelle héréditaire dans notre lignée, dans notre hérédité, on a des fragilités et ça vient nous toucher. Et c'est quand ça vient trop fort nous toucher, là, on se dit, il faut faire quelque chose. Donc, il faudrait mieux que la géobio soit dans la santé intégrative. C'est pour ça que c'est là que je veux retourner. Moi, je veux retourner avec les médecins. Je veux participer à des staffs comme je le faisais avant dans mon métier. Et je veux leur dire, il y a une clé de plus dans votre arsenal, c'est le lieu. Et ne faites pas abstraction du lieu parce que des fois, c'est la solution au problème. Passionnant. Je resterai bien encore 1 heure ou 2 avec toi. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, je vous mettrai bien sûr les liens de la page Facebook de Ghislaine et tous les liens utiles que vous pourrez avoir pour la contacter. Et si vous avez envie de faire une géobiologie à la maison, une étude, une analyse de la maison et du lieu, vous l'avez vu. Alors, juste une dernière question. Est-ce que tu fais des analyses à distance ou alors c'est… Oui, ça existe aussi. Oui. Ah, bon, oui, parce que c'est de la physique quantique, tout ça. Donc, on sait très bien que quand ça fonctionne. Si je n'habite pas à Quimper, je peux quand même faire appel à toi où que je sois sur la planète alors. Ben oui. Au moins l'analyse du lieu et après, en fait, j'utilise les gens sur place pour corriger le lieu si je ne peux pas y aller. J'aime bien les intervenants et qui participent à leur correction, c'est super en général. Ah ouais, c'est passionnant. Bon, ça fera l'objet d'une autre émission. Merci Ghislaine. Ben de rien. À bientôt.